me présente, Dominique Plourde. Je suis notaire depuis 26 ans à Saint-Félicien. Il me fait plaisir d'être ici ce matin pour vous entretenir des testaments, des mandats. Et on m'a parlé aussi de conjoints de fait, mais vous comprendrez que je ne pourrai parler de conjoints de fait sans parler de mariage, des choses qui vont ensemble. J'aimerais aussi faire un avertissement. Ce que je vais dire ce matin, c'est du général. Je vais vous entretenir de façon générale sur les droits des gens et des héritiers, des époux, des conjoints de fait. Chaque cas étant différent, chaque situation familiale étant particulière, il est très important, quand on a des besoins ou des questionnements particuliers, de consulter un professionnel pour vous aider là, dans votre situation. À vous. On va commencer à l'envers, par le décès. Donc, les testaments. Dans le fond, qu'est-ce qui arrive au moment d'un décès d'une personne? Bien, la première chose à faire, dans le fond, avant de mourir, on doit faire un testament, idéalement. Si on n'en a pas, qu'est-ce qui arrive? Au moment d'un décès, sans testament, la dévolution légale est ainsi. Donc, on dit qu'un tiers des biens vont au conjoint et 2 tiers vont aux enfants, mineurs ou majeurs, peu importe. Si on n'a pas de conjoint, la totalité de votre succession va revenir à vos enfants, en part égale entre eux. Si on n'a pas d'enfants, c'est 2 tiers au conjoint et 1 tiers au père, mère, frère, sœur. Et si on n'a ni conjoint, pas d'enfant, à ce moment-là, ça s'en va une demi aux parents et la moitié à vos pères-mères et la moitié à vos frères-sœurs. Bon, j'ai un père, mon père est décédé, il y a la moitié de ma succession, si j'ai pas d'enfant, qui s'en ira à mon père. Fait que ça, c'est dans le cas où vous n'avez pas fait de testament, où il n'y a rien de prévu. Fait que vous comprendrez que, oui, je disais conjoint, mais c'est conjoint marié. Parce qu'un conjoint de fait n'est pas reconnu au niveau légal. Donc, si vous avez des conjoints de fait, ça a bien beau faire 30 ans qu'ils vivent ensemble, bien, l'union de fait, donc le conjoint non marié, ne recevra absolument rien. C'est vraiment le conjoint marié. À ce moment-là, si un conjoint... j'ai eu 4 enfants avec mon conjoint, puis ça fait 20 ans que je vis avec. Je décède, je n'ai pas de testament. C'est mes enfants qui recevront la totalité de ma succession. Mon conjoint ne recevra rien, sauf si j'avais des assurances-vie sur lesquelles j'avais nommé son nom, donc j'avais nommé bénéficiaire. À ce moment-là, mon conjoint pourra recevoir le produit de la police d'assurance, mais c'est tout ce qu'il recevra. Dans le cas des conjoints mariés, on entend souvent parler de la clause au dernier vivant les biens. Donc, c'est sûr que si vous êtes marié, que vous avez fait un contrat de mariage devant notaire, dans ce contrat de mariage-là, il est permis de prévoir qu'en cas de décès de l'un des époux, les biens de l'autre seront légués automatiquement à celui qui reste. Donc, la clause, l'institution contractuelle que nous, on appelle, ou la clause au dernier vivant, les biens, que vous connaissez peut-être plus. Donc, ça peut se faire au niveau d'un contrat de mariage. Et c'est la seule clause qu'on peut inclure, c'est de dire que si je décède, bien, mon conjoint héritera de tous mes biens. Si vous êtes marié puis que vous n'avez pas fait de contrat de mariage, bien ça ne s'applique pas. Et ce sera ce que je vous disais tout à l'heure, 1 tiers au conjoint, 2 tiers aux enfants qui viendra s'appliquer, là, donc la dévolution légale. Idéalement, chaque personne devrait faire son testament. On a 3 formes de testament au Québec qui sont valables. On a le testament holographe, le testament devant témoin et le testament notarié. Le testament holographe, c'est celui que vous écrivez et que vous signez de votre main. Il doit être écrit en totalité de votre main et signé de votre main, idéalement daté, parce que c'est toujours le dernier qui va être valable. Donc, on le date et on le signe. Le testament devant témoin est celui que vous avez pu écrire à dactylo ou plus modernement avec l'ordinateur, que quelqu'un d'autre a écrit pour vous. Ce testament-là doit être signé devant 2 témoins. Vous pouvez le signer et dire à vos 2 témoins, « J'ai fait mon testament, je l'ai signé, voulez-vous le signer comme témoin? » Les 2 témoins doivent signer en même temps
Et chacune des pages du testament qui n'est pas signée doit être paraphée. Donc, on doit y retrouver les initiales des témoins. Ces 2 formes de testament-là doivent être vérifiées en cours au moment de votre décès pour en garantir l'authenticité. Donc, ça veut dire qu'on va, si c'est un testament holographe, il va falloir qu'on ait quelqu'un qui vienne dire que oui, c'est bien votre écriture. Si c'est un testament devant témoin, il faudra trouver l'un des témoins pour qu'il vienne affirmer que c'est bien lui qui a signé comme témoin en présence de l'autre témoin. Et le jugement sera rendu à l'effet que ce testament-là est valable ou pas. On parle de délai de 4 à 6 mois. Donc, ça peut retarder longuement le règlement d'une succession. La dernière forme de testament, c'est le testament notarié, donc testament fait devant notaire. Ce testament-là, nous, on est là pour garantir que la personne qui est en avant de nous était apte à faire ce testament-là. On est là pour aider les gens à rédiger leur testament aussi, par nos conseils, par notre expérience, par toutes sortes de situations qu'on a vécues dans notre pratique, puis par l'écoute de votre situation, on va rédiger un testament qui s'applique à vos besoins en vous conseillant de la façon de le faire. Ce testament-là est conservé dans une voûte ou dans un endroit à l'épreuve du feu. L'original demeure toujours là. Nous, une fois par 2 semaines, on a l'obligation de faire un rapport à la Chambre des notaires pour dire, dans les 2 dernières semaines, j'ai fait le testament de telle personne. Donc, la Chambre des notaires sait toujours où se trouve l'original de votre testament. Donc, si le notaire chez qui vous avez fait votre testament est décédé, déménagé, vous ne le trouvez plus, vos héritiers ne le trouvent pas, bien, en communiquant avec la Chambre des notaires, la Chambre des notaires va toujours savoir où se trouve l'original de votre testament, donc il ne peut pas se perdre, ce qui n'est pas le cas pour le testament holographe ou le testament devant témoin, qui, lui, peut être perdu, ne pas être retrouvé, ou que si quelqu'un le retrouve et que ça ne fait pas son affaire, bien, il s'organise pour qu'il n'y en ait jamais eu. Donc, testament notarié fait que c'est certain qu'on va retrouver ce document-là. Aussitôt votre décès arrivé, le testament s'applique. Là, vous me direz, oui, mais faut toujours retourner chez le notaire ou retourner faire une recherche testamentaire pour s'assurer que, tu sais, on nous demande tout le temps ça prend les recherches à la Chambre des notaires, au barreau, pour réussir à régler la succession. Effectivement, ces recherches-là sont là pour venir garantir qu'on a bien entre les mains le dernier testament qui a été fait chez le notaire ou chez un avocat, parce que ce registre-là existe aussi au niveau du barreau du Québec. Toutefois, si vous avez fait un testament devant un avocat, bien, sachez que c'est un testament devant témoin et qu'il devra être vérifié en cours au moment du décès. Fait que c'est la même chose que si vous aviez fait un testament. Vous aurez, par contre, reçu les conseils de l'avocat pour rédiger le testament, mais le testament devra être vérifié en cours pour garantir son authenticité au moment du décès. Donc, le testament notarié, donc, il ne peut pas se perdre, il s'applique tout de suite, ou aussitôt on s'est assuré que c'était bien le dernier que vous aviez fait, parce que vous avez fait un testament devant notaire en 1980, puis en 2008, vous avez décidé de faire des modifications, puis c'est un autre notaire qui vous le fait. Fait que faut s'assurer qu'on a bien le dernier testament pour régler la succession. Tantôt, je parlais de clauses au dernier vivant les biens dans les contrats de mariage. Ces clauses-là sont aussi inscrites au registre de la Chambre des notaires pour garantir qu'au moment de votre décès, elles seront disponibles. Je vous dis ça au niveau du registre des dispositions testamentaires. Tantôt, on parlera des mandats de protection. Il y a aussi un registre à la Chambre des notaires et au barreau du Québec pour les mandats de protection. Donc, c'est le même principe au niveau des mandats. Quand on fait un mandat, on doit nous faire un rapport à la Chambre des notaires pour dire qu'on a fait le mandat de telle personne, et c'est le même principe là, que pour les testaments. Quand on fait ces rapports-là, souvent quand on va faire votre testament, on va vous demander si vous voulez faire don de vos organes. C'est possible de faire un don d'organes, de prévoir le don d'organes au niveau du testament et au niveau du mandat de protection. Et avec votre numéro, quand on fait nos rapports, nous, à la Chambre des notaires, avec le numéro de l'assurance maladie, on va venir déclarer que vous voulez ou pas
faire un don d'organes. Je ne peux pas dire je veux donner mon cœur puis mes reins, mais je ne veux pas donner mes poumons. Là. C'est tout. Je fais un don d'organes ou j'en fais pas. C'est oui ou non. Et avec votre numéro d'assurance maladie, le centre hospitalier a accès au registre de la Chambre des notaires et peut faire vérifier si vous vouliez ou pas faire un don de vos organes. Et ce sera d'application immédiate. Puis, don d'organes, bien, vous pouvez aussi maintenant faire ce don d'organes, déclarer que vous voulez faire le don d'organes au niveau de la Régie d'assurance maladie du Québec. Un testament holographe peut être modifié par un testament notarié. Un testament notarié peut être modifié par un testament holographe ou devant témoin, là, peu importe la forme. Mais c'est sûr que si le dernier testament ou la dernière modification n'était pas notarié, bien, tout ce qui n'est pas notarié doit être vérifié en cours au moment du décès. Si une personne que vous avez nommée comme héritier signe comme témoin, elle est déshéritée. Même chose pour des dons qui seraient faits à des personnes qui s'occupent de vous là, dans des CHSLD ou des maisons de soins. Souvent, ces legs-là seront annulés, ne seront pas valables là, pour éviter les abus, bien sûr. La même chose quand c'est, je vous dis, bon, c'est votre fille qui signe, vous êtes bien contente d'y faire signer parce que vous vous êtes dit, bon, ils sont présents, je vais leur faire signer. Mais pourquoi on fait ça? C'est parce que c'est pour éviter les abus. Un enfant qui serait malveillant pourrait vouloir vous faire signer un testament en sa faveur. Donc, automatiquement, s'il signe comme témoin, il est déshérité. C'est le notaire qui fixe ses honoraires, mais je vous dirais que rédiger un testament, ça peut jouer dépendamment de la complexité aussi du testament, ça peut jouer peut-être entre 300, 350 $ et 1000, 1200, même 2000 $ dépendamment là, de la complexité. Puis aussi, ce que j'ai pas dit, c'est que souvent, on va rencontrer les conjoints. Quand on fait les testaments, on fait le testament pour le couple parce que vous avez souvent les mêmes volontés, sauf si on est avec des familles reconstituées puis qu'on a les tiens, les miens, les nôtres. Là. Mais quand c'est un couple de plusieurs années qui ont des enfants communs, souvent, on va les rencontrer ensemble. Donc, même si vous êtes là tous les deux en même temps, on va faire chacun votre testament. Et si un de vous deux veut modifier son testament, il n'y a aucun problème parce qu'il vous appartient. Vous avez la possibilité de modifier votre propre testament. Puis les deux n'ont pas à être présents si vous voulez modifier votre testament. Et si demain matin, vous venez signer un testament chez moi, puis que le lendemain, vous me rappelez, puis vous me dites, bien moi, je voudrais avoir une copie du testament de mon conjoint, bien si je n'ai pas son autorisation, je ne peux pas vous le donner parce que c'est confidentiel à vous. Ça me prend l'autorisation du testateur pour pouvoir donner une copie de testament. Sinon, ça me prend une preuve qu'il est décédé pour pouvoir donner copie de testament à qui que ce soit. Mais je vous dirais qu'un testament, normalement, on devrait être vérifié 3-4 fois dans une vie. Ça s'adapte à la vie. Je dis toujours qu'un testament s'adapte à la vie, dépendamment de votre situation, l'âge des enfants. Puis c'est sûr que s'il y a des changements au niveau des conjoints, bien là, il faut faire aussi les modifications là, en conséquence. Si un enfant mineur hérite de plus de 25 000 $, OK? Le tuteur légal est toujours le parent survivant. S'il y a un des deux parents qui demeure en vie, c'est lui qui aura la gestion de ces sommes d'argent-là. Fait que si l'enfant hérite de moins de 25 000, bien, c'est le parent restant qui continuera à gérer les sous selon sa volonté à lui. Puis on parle d'héritage, mais on peut parler aussi de police d'assurance-vie parce que des fois, j'ai vu des gens qui avaient des testaments en faveur de leur enfant mineur où on avait prévu une forme de gestion qui faisait que ce n'est pas l'enfant qui gérait les sous au moment du décès, mais bien une autre personne, où on avait nommé l'enfant bénéficiaire d'une police d'assurance-vie, donc on avait mis son nom. Et la police d'assurance étant de plus de 25 000 $, bien, on était obligé de constituer un conseil de tutelle pour gérer les sous. Donc, ça, je vous explique. Dans le fond, c'est quand un enfant mineur hérite de plus de 25 000 $, il y a une déclaration obligatoire qui doit être faite à la curatelle publique. Et la curatelle publique exigera que soit constitué un conseil de tutelle
Un conseil de tutelle, c'est un conseil qui est formé de 3 personnes qui sont nommées par le conseil de famille. Dans le fond, c'est qu'on va convoquer une assemblée de parents et d'amis. Il y a des gens obligatoirement à convoquer à ces assemblées-là, là, donc parents, grands-parents, frères, sœurs, majeurs et autres personnes qui ont un intérêt pour les enfants ou l'enfant. Et eux vont nommer un conseil de tutelle formé de 3 personnes et nommeront aussi 2 remplaçants sur ce conseil de tutelle-là. Donc, on doit nommer un minimum de 5 personnes. Le tuteur, donc le parent qui demeure, aura à faire un compte-rendu au conseil de tutelle une fois par année. Le conseil de tutelle doit faire un compte-rendu de l'administration à la curatelle publique. Donc, ce n'est pas la curatelle publique qui va gérer, mais on a à lui faire des rapports et elle va vérifier que l'argent soit conservé le mieux possible là, pour l'enfant. Là. Le but de la curatelle publique, c'est qu'au moment où l'enfant sera majeur, qu'il reçoive à peu près la totalité de ce qui lui était dû par la succession. Peu importe la situation, qu'on ait un testament, qu'on n'en ait pas, à titre d'héritier, un héritier a toujours une option d'accepter ou de refuser la succession. Et si on voit que la succession est insolvable, on peut toujours renoncer à une succession. Donc, on renonce à tout et on remet ça à quelqu'un d'autre là, pour la gestion, soit le ministère du Revenu, soit un syndic de faillite, ou soit que cette succession-là peut être réglée par le liquidateur en distribuant l'argent là, aux créanciers. Quand on a tout reçu, on a tout récupéré les sommes d'argent, on a tout payé les dettes, on a tout payé les impôts, puis on a reçu les avis de décharge des gouvernements tant provincial que fédéral, bien, la job du liquidateur, c'est de présenter une reddition de compte aux héritiers en leur disant, bien, regarde, ce que j'ai fait, c'est ça, ça, ça. Ce qu'il y avait, c'est ça. J'ai payé telle dette. Ce qui nous reste, parce que je dis nous, parce que souvent le liquidateur est aussi héritier, c'est ça. Et la proposition, je vous propose de partager ça de telle façon. Donc, à ce moment-là, il distribuera les sommes aux héritiers et les héritiers devront lui donner une quittance là, de son administration. Le don d'organes sur le testament, comme je vous disais, il est enregistré à la Chambre des notaires. Si c'est oui, le centre hospitalier, normalement, ne devrait pas le demander. Il va le faire automatiquement. Il n'y aura pas de demande qui sera faite aux personnes proches parce que vous l'avez fait devant notaire. C'est nous qui avons constaté que vous vouliez faire un don de vos organes. Donc, mandat de protection, anciennement, on disait un mandat donné en prévision de mon inaptitude à prendre soin de moi-même ou à administrer mes biens. Vous comprendrez que c'était long un peu, donc on a diminué ça à mandat de protection. Première chose qu'il faut savoir, si vous êtes inapte, que vous ayez un mandat ou que vous n'en ayez pas, la première étape, c'est de vous faire déclarer inapte par un tribunal. Au Québec, on vient au monde avec des droits. La seule autorité qui peut vous les enlever, c'est le tribunal. Pour qu'on puisse vous faire déclarer inapte, on devra obtenir des évaluations médicales et psychosociales, évaluations qui sont encadrées là, par des normes gouvernementales. Il y a une demande qui devra être faite, soit par le mandataire que vous avez nommé à votre mandat de protection, soit par un proche, un enfant, un conjoint qui devra faire une demande pour vous faire déclarer inapte. Les étapes dans ces cas-là, bien, c'est ça. On s'assure, on fait une vérification pour voir si vous aviez ou pas un mandat. Et si on en avait un, pour s'assurer que c'est bien le dernier qu'on a entre les mains. Il y a une demande qui est faite au notaire. On envoie l'avis de cette demande-là. On vous l'envoie à vous par huissier. Fait que si vous n'êtes pas inapte, vous allez réagir. Si vous êtes inapte, bien, pas pire que ça. Le huissier va constater que ça vous a été remis. On va aviser les personnes que vous avez nommées dans votre mandat. On va aviser 2 autres personnes qui ont un intérêt pour vous. On va aviser aussi la curatelle publique. Par la suite, le notaire qui est chargé du dossier,
ira vous interroger pour que lui aussi puisse constater votre inaptitude et on soumettra au tribunal un rapport de toutes ces opérations-là. Et si vous êtes vraiment inapte, le juge va rendre un jugement à l'effet que vous l'êtes. Si vous n'aviez pas de mandat, je viens d'expliquer un peu comment ça fonctionnait pour une tutelle aux mineurs, là, quand on n'a pas de testament. Dans le testament, on n'a rien prévu de la façon dont seront gérés les biens de l'enfant mineur. C'est le même principe. C'est qu'il faudra convoquer un conseil de famille qui vous nommera soit un conseiller, un tuteur ou un curateur, dépendamment de votre degré d'inaptitude. Donc, chacune de ces tâches-là ayant des pouvoirs, là, le curateur ayant plein pouvoir, le tuteur ayant un peu moins de pouvoir, puis le conseiller étant là pour vous assister dans des moments plus importants. Donc, le conseil de famille nommera un tuteur, un curateur ou un conseiller. On devra nommer un conseil de tutelle, donc formé de 3 personnes. On devra aussi nommer 2 remplaçants au conseil de tutelle. Et tous ces gens-là devront faire des rapports à la curatelle publique et devront voir à l'administration là, en ayant une grosse équipe qui les chapeaute. Si vous avez un mandat d'inaptitude, bien, dans le jugement qui vous déclare inapte, le juge viendra dire que maintenant que vous êtes inapte, le mandat est en vigueur. Donc, c'est pas parce qu'on... Je vous explique tout ça parce que les gens ont comme l'impression que parce que j'ai fait un mandat de protection, aussitôt que mes gens autour de moi sembleront croire que je suis inapte, bien, ils pourront agir avec le mandat de protection, ce qui n'est pas vrai. C'est que le mandat de protection, pour qu'on puisse s'en servir, vous devez absolument avoir été déclaré inapte par un tribunal et on s'entendra que cette démarche-là peut prendre, je vous dirais, de 4 à 6 mois. Et ça, c'est si on est capable d'obtenir des évaluations médicales et psychosociales rapidement. Parce que de plus en plus, comme partout ailleurs, dans le système de la santé, il manque des effectifs. Et je suis confrontée, là, hier, j'ai un dossier où on me dit que depuis le mois de février qu'on a demandé les évaluations psychosociales, mais il n'y a pas de travailleuses sociales dans le réseau de la santé qui sont capables de me le rendre parce qu'il n'y en a plus de disponibles. Donc, ça retarde les mises en vigueur des mandats. Si on avait des procurations dans les comptes bancaires, on peut essayer de minimiser les dégâts en essayant de le Code civil dit que tout acte qui est fait pendant que l'inaptitude est notoire peut être contesté. Donc, c'est sûr que si on n'a pas, le mandat n'est pas en vigueur puis que la personne est inapte, bien, on a comme... C'est pas facile. Le Code civil vient prévoir que si je suis plus apte à donner mon consentement pour des soins de santé, mon époux, mes enfants peuvent agir à ma place. Là. Il y a comme un mandat donné là, dans le Code. Là. C'est plus au niveau, si entre l'intervalle où je suis inapte et le moment où mon mandat sera homologué, j'ai à vendre la maison, bien là, on ne pourra pas bouger. Tu sais, ça va falloir attendre que le mandat soit en vigueur. Et ça, bien, des fois, les gens sont confrontés. Ils voyaient que la personne n'était peut-être plus apte, mais qu'on arrive pour vendre la maison, puis on est rendu chez le notaire, puis là, ben nous, on dit, ben moi, ça me prend la signature de telle personne, ouais, mais plus capable. Ben là, on vient de retarder la transaction d'un 6 mois, 8 mois. Donc, quand vous voyez que les gens commencent... Tu sais, quand on a des biens immeubles, quand on a des biens importants, puis qu'on voit que nos proches commencent à devenir inaptes, bien, idéalement, c'est toujours de mettre en vigueur le plus rapidement possible là, le mandat pour qu'on ne soit pas bloqué là, dans des transactions éventuelles. Je vous dirais qu'il y a des institutions financières qui, de plus en plus, demandent que ces procurations-là soient signées devant notaire, dépendamment de l'institution. Parce qu'ils ne veulent pas prendre la responsabilité là, de si la personne est apte ou pas. Fait que nous, on est là pour s'assurer de l'aptitude de la personne à signer des documents. Donc, dans le mandat de protection, tantôt, je vous disais ouverture de régime de protection. Là, si on a à nommer un tuteur, un curateur, ce n'est pas parce que mon conjoint, que ça fait 30 ans que je vis avec, que ce sera lui automatiquement qui sera nommé. Là.
même si le conjoint est encore là, puis que je n'ai pas de mandat de protection, il faut quand même qu'on procède là, à tout le processus pour venir ouvrir le régime de protection. Et ça peut être quelqu'un d'autre que le conjoint, là, que le conseil de famille choisira pour s'occuper de gérer les biens et la personne là, qui n'est plus apte à le faire elle-même. Si vous êtes inapte ou si votre conjoint est inapte, le compte est gelé. Fait qu'idéalement, moi, je conseille toujours aux gens d'avoir leur propre... Oui, vous pouvez avoir un compte conjoint pour les dépenses conjointes, là, mais idéalement, ayez aussi votre propre compte avec un peu de sous dedans, que si jamais demain matin, il arrive quelque chose à votre conjoint, que vous ne soyez pas dépourvu, là, que vous n'ayez plus accès à des sommes d'argent, mais que vous soyez obligé d'en emprunter à vos enfants pour être capable de faire un bout. Là. Si vous avez un testament notarié, et qu'on fait la recherche testamentaire qui, normalement, prend 2-3 semaines, bien, le liquidateur de succession pourra le dégeler quand il y aura... On sera certain que le testament qu'on a entre les mains est valable, là, et le dernier. Pas valable, mais le dernier. Fait que testament notarié, 2-3 semaines, le compte va être dégelé. Mais si c'est un testament holographe ou devant témoin, bien là, ça peut être plus long avant qu'on puisse dégeler le compte. Puis, tu sais... Tantôt, je vous disais, tout le monde devrait avoir un testament, juste parce que dans le testament, on va nommer un liquidateur de succession. Oui, on va venir nommer nos héritiers, là, mais quand on a une succession où on n'a pas de testament, bien, je n'ai pas de liquidateur de succession de nommer. Bien, c'est compliqué après ça, parce que si je n'ai pas de liquidateur de succession de nommer, puis que je veux avoir des informations qui concernent cette succession-là, bien, je ne suis pas capable d'en avoir parce que je n'ai pas de liquidateur. Si je veux nommer, en nommant un liquidateur, je suis un héritier, on nomme, le liquidateur peut être nommé par la majorité des héritiers. Bien, en nommant le liquidateur, j'accepte la succession. Mais je n'ai pas été en mesure d'aller vérifier si cette succession-là était solvable ou pas. Fait que le fait de nommer un liquidateur peut me mettre dans le trou parce que j'accepte la succession. Fait que si elle est insolvable, je serai tenu de payer de mes poches les dettes de la succession. Juste le fait de nommer un liquidateur de succession, ça vaut la peine d'avoir un testament. Ça décomplexifie le règlement de la succession. Il faut que ce soit quelqu'un en qui la personne a confiance. Ça peut ne pas être ses enfants. Si elle n'a pas d'enfants, pas de conjoint, elle peut avoir une bonne amie, un bon ami, elle peut avoir frères, sœurs, neveux, nièces qui sont encore, pour qui là, ils ont un intérêt. Fait que, on va essayer de fouiller dans ces gens-là. Moi, je dis souvent aux gens, oui, on peut le faire, puis on peut accompagner les gens là-dedans. Mais moi, personnellement, peut-être qu'il y a d'autres notaires, ça sera différent, mais moi, si j'ai à régler une succession, c'est que j'aurai à aller dans le logement de la maison, j'aurai à aller fouiller dans tous ces effets personnels. Je me sens pas à l'aise là-dedans, vous comprendrez. Donc, c'est pour ça qu'on essaie tout le temps de trouver... moi, j'essaie tout le temps de trouver quelqu'un là, en qui la personne a confiance ou pour l'aider là-dedans. Dans le mandat de protection, donc, qu'est-ce qu'on vient faire là-dedans? C'est qu'on peut venir... on vient nommer les personnes qui prendront soin de nous ou les personnes, parce que ça peut être une personne, ça peut être 2 personnes, ça peut être 3 personnes, dépendamment des situations. On va nommer là ou les personnes qui prendront soin de nous et qui géreront nos biens au moment où nous serons inaptes à le faire. Là-dedans, on peut venir prévoir les dons d'organes. Normalement, on va donner plein pouvoir à nos mandataires. Ces mandataires-là, on peut les obliger à faire des comptes rendus une fois par année ou plus souvent à d'autres personnes pour qu'il y ait un suivi qui soit fait. Dans la gestion de nos avoirs, la personne qu'on nomme aura aussi avoir à ce qu'on soit placé dans un endroit adapté à nos besoins si c'est nécessaire, à s'assurer qu'on soit bien dans ces endroits-là. On peut venir prévoir aussi, là, tantôt dans le testament, j'ai peut-être sauté cette étape-là, mais au niveau du testament et du mandat de protection, si j'ai des enfants mineurs, je peux venir dire, si les 2 parents de ces enfants mineurs-là sont décédés, qui prendra soin des enfants? Qui gérera le sous. Donc, on peut venir aussi là, prévoir ça tant au niveau du testament que du mandat de protection, protéger nos enfants. Et on peut venir aussi, dans le mandat de protection, venir dire que tous nos biens serviront tant pour notre bien-être à nous que pour celui
de notre conjoint et de nos enfants à charge, dépendamment en choisissant l'âge à laquelle on veut que nos biens puissent servir là, à nos enfants. Donc, c'est les clauses, c'est les choses à laquelle on a à réfléchir quand on veut faire un mandat de protection. Les mandataires qu'on nomme, le ou les mandataires qu'on nomme, même chose pour les liquidateurs de succession. Moi, je veux toujours avoir des remplaçants. Si la personne qu'on nomme dans notre mandat aujourd'hui, elle peut être apte à le faire, à prendre cette charge-là, elle peut vouloir aussi la prendre, cette charge-là, mais si ça arrive dans 5, 10, 15 ans, bien, peut-être qu'elle sera décédée, peut-être qu'elle sera malade, peut-être qu'elle ne se sentira pas capable de prendre la charge. Donc, j'ai toujours besoin de remplaçants. Quand on est seul au monde, c'est pas évident là, d'en trouver un. Des fois, c'est pas facile d'en trouver 2 puis 3, mais j'insiste là-dessus. Le mandat de protection, comme je vous expliquais tout à l'heure, il sert à désigner quelqu'un qui gérera vos biens. Donc, il va avoir accès à vos comptes de banque. Il va pouvoir vendre votre maison. Il va pouvoir jouer dans vos placements, dans vos REER. Si vous avez une compagnie, une entreprise, il va pouvoir continuer à la gérer. Il va pouvoir la vendre si c'est nécessaire. Fait que, je dis tout le temps que le mandataire, il embarque dans vos bottines. Donc, le matin où le mandat est en vigueur, il vous remplace. Vous lui donnez les clés de votre vie. Il sera apte à tout faire ce que vous étiez capable de faire avant de devenir inapte. Fait que ça, c'est au niveau de la gestion des biens. Quand on parle de directive médicale anticipée, ça, c'est au niveau de la personne, c'est au niveau des décisions qu'on prendra ou qui seront prises face à notre situation médicale. Donc, oui, dans le mandat de protection, on peut venir prévoir que le mandataire pourra prendre toutes les décisions nécessaires à notre état de santé. Souvent, on parle d'éviter l'acharnement thérapeutique, d'éviter l'acharnement diagnostique. Donc, on peut venir dire à notre mandataire, les décisions que tu prendras face à mon état de santé, tu pourras les prendre en tenant compte ou tu devras les prendre en tenant compte que je ne veux pas être maintenu en vie par des moyens artificiels, je ne veux pas être gavé, je ne veux pas être réanimé si tous ces moyens-là ne servent à rien dans les circonstances. Ça, on peut venir dire ça au mandataire. Des directives médicales anticipées, ça, c'est une création, bien, ça vient de la loi sur l'aide médicale à mourir. Ça ne peut pas être prévu dans un mandat notarié, un mandat de protection notarié. Ça peut être fait devant notaire. Il y a le formulaire qui est accessible sur le site de la RAMQ, Régie d'assurance maladie du Québec. Qu'est-ce que sont les directives médicales anticipées? C'est que d'avance, je peux venir dire au personnel médical que dans 3 situations de fin de vie, donc de clinique. Donc, une situation de fin de vie, donc où j'ai une condition médicale grave et incurable et que je suis en fin de vie. Situation d'atteinte sévère et irréversible en fonction des fonctions cognitives. Donc, un état comateux jugé irréversible ou état végétatif permanent. Autre situation d'atteinte sévère et irréversible des fonctions cognitives, donc atteinte sévère et irréversible des fonctions cognitives sans possibilité d'amélioration. Donc, on parle de démence de type Alzheimer ou de tout autre type de démence de stade avancé. Donc, dans ces 3 situations-là, je peux venir dire d'avance que je veux ou pas de la réanimation cardiovasculaire, je veux ou pas de la ventilation assistée par un respirateur ou autre support technique, je veux ou pas de la dialyse rénale, je veux ou pas être alimenté de façon forcée ou artificielle et je veux ou pas recevoir de l'hydratation de façon forcée ou artificielle. Donc, dans 3 situations que je vous ai dit tout à l'heure, je choisis parmi les 5 soins que je viens de vous énumérer ou pour chacun des 5 soins que je viens de vous énumérer, si je veux ou pas les recevoir dans mes situations où c'est sûr que je vais mourir puis que j'ai plus de qualité de vie. Vous devez vous être informé de façon importante de c'est quoi les conséquences de signer ces directives-là. Et les directives, vous pouvez les garder pour vous. Vous pouvez les donner à votre médecin de famille pour qu'il les mette dans votre dossier. Vous pouvez les donner
à la direction régionale pour qu'ils le mettent dans votre OSIUS, ou vous pouvez les retourner à la Régie d'assurance maladie du Québec. Le personnel médical, si vous avez signé des directives médicales anticipées, a l'obligation de respecter ces directives-là si vous êtes dans les situations que je vous ai énumérées et que vous n'êtes plus apte à donner votre consentement. Les directives médicales, il faut qu'ils soient signés quand vous êtes apte à le faire. Fait qu'on va sauter. On voulait parler des conjoints de fait, là. Donc, si on veut passer au travers, peut-être que je vais m'en aller là. Dans le fond, on parle de la vie commune. La vie commune, elle a plusieurs formes. Premièrement, le mariage. Aujourd'hui, on a beaucoup de mariages, beaucoup moins de mariages religieux versus des mariages civils. Donc, mariage célébré devant notaire, mariage célébré devant un greffier, mariage célébré devant un parent proche qui s'est fait autoriser à célébrer le mariage d'un de ses enfants. Mariage civil, religieux, bien, ça ne change rien au niveau des droits. Peu importe la forme du mariage, c'est le Code civil qui s'applique. Puis, au niveau religieux, bien, c'est selon vos croyances, mais ça ne change rien au niveau de vos droits matrimoniaux. Quand on se marie, peu importe la sorte de mariage, peu importe le choix du régime matrimonial que vous ferez par la suite, on a deux régimes. On a un régime primaire, qui est le patrimoine familial, et on a le régime secondaire, qui, lui, est un régime qu'on choisira ou pas, là, dépendamment si on fait un contrat de mariage ou pas. Si on se marie, le patrimoine familial est obligatoire et s'applique à tous. Patrimoine familial, c'est quoi? C'est que ça inclut la résidence principale, les résidences secondaires, les meubles qui garnissent ces résidences-là, les véhicules qui servent à l'usage de la famille, les droits dans les régimes de retraite accumulés pendant le mariage, les gains qui sont inscrits à la Régie des rentes du Québec. Ça exclut les biens, tout bien acquis avant le mariage. J'ai acquis une résidence principale, elle est payée, je me marie, elle ne sera pas incluse dans le patrimoine familial. J'ai acquis une résidence principale, au moment du mariage, j'en ai payé la moitié, bien, cette moitié-là, elle ne sera pas incluse dans le patrimoine familial, elle est à moi, je l'ai déjà payée avant le mariage. On exclut aussi du patrimoine familial les biens qui sont acquis par succession, donation, avant ou pendant le mariage. Je me marie, j'hérite de mes parents, bien, ce que j'ai hérité de mes parents ne sera pas inclus dans le patrimoine familial, même si je le reçois pendant le mariage. Donc, je me marie, tout ce que j'acquiers après le mariage, dans les biens que je vous ai énumérés, feront partie du patrimoine familial. Au moment d'un divorce ou d'une séparation, c'est la valeur de ces biens-là qui sera partageable. On fait le calcul de la valeur, peu importe à qui appartient le bien. On soustrait de ça les biens, les dettes qui ont servi soit à l'acquisition des biens ou soit pour le bien de la famille, et on obtient une valeur, et cette valeur-là est partageable 50-50 au moment d'un divorce, d'une séparation ou d'un décès. Donc, vous avez déshérité votre époux. Dans le testament, là, vous avez dit, moi, mon époux, là, il va avoir 0. Bien, l'époux, il a toujours droit à avoir la moitié de la valeur du patrimoine familial. On ne peut pas renoncer d'avance au patrimoine familial. Fait que je ne peux pas dire en me mariant, moi, je renonce déjà d'avance au patrimoine familial. Si jamais il y avait un divorce, une séparation ou un décès, je pourrais renoncer au patrimoine familial au moment du divorce, de la séparation ou du décès. Parce que le patrimoine familial, je ne peux pas deviner qu'est-ce qu'il aura l'air quand j'arriverai au moment du divorce, de la séparation ou du décès. Fait que c'est à ce moment-là que je peux l'établir. Fait que quand j'en connaîtrai la valeur, là, je pourrais y renoncer. Il y a une exception à ça, c'est au moment où le patrimoine familial a été mis en vigueur, il y avait possibilité de renoncer au patrimoine par les époux devant notaire, mais ça, c'était jusqu'au 1er juillet 1991. Donc, si vous ne l'avez pas fait avant cette date-là, bien, on peut plus y renoncer d'avance. Donc, le patrimoine familial, comme vous comprendrez, couvre à peu près tous les biens qui peuvent être accumulés pendant un mariage là, par des époux. Mais
On peut avoir d'autres biens. On peut avoir des actions d'une société, on peut avoir une entreprise, on peut avoir des biens qui servent à notre travail, on peut avoir d'autres sortes de biens, des placements qui ne sont pas dans des REER ou dans... Ces biens-là seront partagés ou feront partie du patrimoine des époux selon l'autre régime, donc régime secondaire, qui sont la séparation de biens, la société d'acquêt ou la communauté de biens. La communauté de biens était le régime légal avant le 1er juillet 1970. La société d'acquêt est le régime légal depuis le 1er juillet 1970. Donc, régime légal étant, je me marie, je ne vais pas chez le notaire, donc j'ai le patrimoine familial qui s'applique à moi. Puis pour les autres biens, bien, c'est le régime légal qui s'applique, donc communauté de biens ou société d'acquêt. Je peux faire toutefois un contrat de mariage devant notaire et choisir que pour les autres biens que ceux du patrimoine familial, le régime qui s'appliquera à nous sera la séparation de biens. Je peux choisir aussi que ce sera la société d'acquêt, mais c'est ça. Pour les autres biens, si je veux que ce soit la séparation de biens étant que tous ces autres biens-là qui ne font pas partie du patrimoine familial, bien, ceux qui sont à mon nom, c'est à moi, puis ceux qui sont au nom de mon époux-épouse sont à lui. Si on se sépare, bien, chacun garde ses propres biens. Puis ceux sur lesquels je ne suis pas capable de déterminer qui est propriétaire, bien, c'est réputé être 50-50. Fait que ça, c'est la séparation de biens. Chacun garde ses bébelles. Je peux choisir aussi le régime de la société d'acquêt, qui, lui, est aussi un régime commun. Je n'embarquerai pas dans la répartition des droits dans la société d'acquêt, mais c'est ça, c'est un régime qu'on peut choisir. Séparation de biens ne pouvant, comme je vous dis, être choisie que par un contrat de mariage qui devra être fait par un notaire. Donc, vous voyez qu'il y a des obligations, les biens sont partagés selon la loi quand on est marié. Et, comme je vous disais tout à l'heure, c'est aussi, quand on est marié, bien, l'époux, l'épouse est prévu dans la dévolution des biens si je n'ai pas de testament. Puis, on a aussi l'union civile. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Là, il y avait aussi, on peut s'unir civilement aussi au Québec. Je pense que ça va être de moins en moins. On est en train de faire une réforme là, du droit de la famille. L'union civile, je ne sais pas si elle survivra. C'est qu'à l'époque, le Québec voulait pouvoir que les conjoints de même sexe puissent s'unir aussi. Le Québec n'avait pas juridiction sur le mariage, mais ça, c'est le fédéral. Tout le monde peut s'unir civilement. La différence entre l'union civile et le mariage, c'est que c'est surtout au niveau de sa dissolution. C'est que si je suis mariée, pour dissoudre définitivement ce mariage-là, je dois obtenir un jugement de divorce. Tandis que si je suis unie civilement, je peux, si le couple n'a pas d'enfant à charge, me désunir devant notaire. Donc, je peux signer un document qui fait que je serai désunie de mon union civile. Tandis que, mais si j'ai des enfants à charge, bien là, je suis obligée d'aller devant le juge pour faire dissoudre cette union civile-là. Fait que ça, c'est l'union civile, qui n'est pas l'union de fait. Union de fait, ça le dit, c'est une question de fait. Donc, union de fait, c'est le fait pour deux personnes de vivre ensemble sans avoir aucun, pas de contrat de mariage, pas de... Ça peut faire 1 an, 20 ans, 30 ans. L'union de fait reste la même. La seule différence, c'est que le Code civil ne reconnaît pas l'union de fait. Donc, un couple qui vit depuis 30 ans en union de fait, qui vit depuis 5 ans, 2 ans en union de fait, au niveau du Code civil, n'a aucun droit. Il n'y a pas de droit de partage de patrimoine. Il y a pas de... C'est sûr que si les deux conjoints sont copropriétaires de la maison, bien, chacun aura droit à la moitié de sa part de maison, sont copropriétaires. Toutefois, il y a certaines lois qui vont reconnaître des lois sociales qui vont reconnaître les conjoints de fait. Donc, on parle des lois fiscales, on parle de la loi sur l'assurance automobile, on parle de la loi, la Régie des rentes du Québec. Normalement, c'est après 3 ans de vie commune ou après 1 an si on a un enfant commun.
Faire toutefois attention, là, la Régie des rentes du Québec, si j'étais mariée avant, j'ai jamais obtenu de jugement de séparation ou de divorce, puis je vis avec un conjoint de fait, la rente du conjoint survivant est versée à l'époux ou l'épouse. Fait que ça avait beau faire 30 ans que j'étais avec mon conjoint, si j'ai jamais eu de jugement pour dissoudre l'autre union d'avant, bien, c'est l'ex qui va recevoir la prestation de survivant. Toutefois, des conjoints de fait peuvent rédiger une convention qui viendra prévoir qu'est-ce qui arrivera si jamais on se sépare. C'est comment qu'on veut, les biens qu'on possède ensemble, les biens de la famille. Qu'est-ce que je veux qu'on puisse, est-ce que je veux qu'il y ait des choses qui soient séparées? Si jamais on se sépare, là, on a bâti ensemble une union, bien peut-être qu'on voudra, au moment d'une séparation, qu'il y ait certains biens qui soient partagés. Mais là, à ce moment-là, j'ai le choix, à titre de couple, de choisir quels biens seront partagés entre nous au moment de notre séparation. Dans le fond, aujourd'hui, je vous ai parlé de 3 situations. Ces 3 situations-là nécessitent des documents particuliers. Je ne peux pas dire, j'ai fait mon testament, mon mandat, tout est réglé. Si je suis en union de fait, bien, ça me prend une convention d'union de fait. Dans le fond, le contrat de mariage et la convention d'union de fait viennent régir qu'est-ce qui arrivera s'il y a un divorce ou une séparation. Le mandat de protection, on ne veut pas que ça s'applique, là, mais va s'appliquer si on devient inapte. Et le testament s'appliquera au moment du décès. Donc, chaque situation nécessite de devoir prévoir qu'est-ce qu'on veut qu'il arrive dans ces situations-là. Fait que je vous remercie de votre attention. Moi, c'est Simon Dallaire du CIUS du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je suis un professionnel de la santé, spécialiste du sport et du mouvement. Moi, je suis ici aujourd'hui pour vous parler de mon programme Pied. J'ai également une petite parenthèse à faire sur le programme Vie active. C'est peut-être que ça dit quelque chose à certains d'entre vous. Fait que je vais faire un bref résumé de Vie active, mais principalement là, pour le programme Pied que je viens vous rencontrer ici aujourd'hui. Donc, le programme Pied, c'est présenté par le CIUS. Le programme Pied, directement, c'est pour la prévention des chutes chez les aînés. C'est un programme qui est totalement gratuit. Puis, c'est un programme là, que moi, je mets en place à Saint-Félicien à partir du 1er octobre. C'est des séances d'entraînement de 12 semaines. C'est de l'entraînement léger, là, puis c'est la meilleure occasion pour vous de commencer à bouger, même avec un âge qu'on peut dire avancé. Tantôt Mme Plourde parlait de testament, de décès et tout ça. Moi, c'est vraiment l'opposé de tout ça. Moi, je viens ici pour vous encourager à bouger, vous encourager aussi à vous inscrire au programme Pied, au programme Vie active, qui sont donnés par le CIUS du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, le programme Pied, ça s'inscrit dans un continuum de services. Donc, le Pied, le Vie active. Il y a aussi un volet trajectoire des maladies chroniques là, avant tout ça. C'est pour faire suite, dans le fond, à Domaine du Roi en forme qui était en place à Saint-Prime, mais que là, c'est fermé. C'est maintenant fermé. Donc, le CIUS a pris le mandat. C'est les différents mandats de Pied, Vie active et maladies chroniques. Puis, dans le but de faire en sorte que les gens continuent à bouger malgré tout. Le but de Pied, c'est de contribuer à la qualité de vie des aînés en augmentant leur capacité physique, que ce soit le renforcement du membre inférieur, l'équilibre et tout. Ça va vous permettre de rester actif physiquement, oui. C'est animé par moi-même, OK? Comme je disais tantôt, moi je me professionnalise dans tout ce qui est le mouvement, que ce soit pour les athlètes, que ce soit pour les personnes aînées. Même malgré mon jeune âge, là, j'en ai vu de toutes les couleurs. Là. J'ai vu toutes sortes de personnes, toutes sortes de clientèles. Puis moi, c'est vraiment vers la population aînée et atteinte de maladies chroniques là, vers laquelle je veux m'orienter. Le programme Pied, concrètement, comment que ça va se passer là, si vous vous inscrivez? Il y a une évaluation initiale, une évaluation finale. Donc, on voit du début à la fin le cheminement que vous avez parcouru. Puis vous allez voir, c'est surprenant en 12 semaines que les bénéfices que vous pouvez avoir. J'ai fait le programme Pied à Alma. Le Pied, je le fais à Saint-Félicien parce qu'auparavant, là, il était à Roberval. Fait que moi, j'essaie de le faire bouger un petit peu pour aller chercher un max de clientèle. Puis au cours des séances, on a évidemment tout le processus comme un entraînement. L'échauffement, la partie un peu plus physique, qui travaille sur l'endurance, le renforcement et l'équilibre, évidemment. Puis la fin, c'est une petite partie retour au calme, si on veut, dans le fond, pour s'assurer que vous repartez chez vous en toute sécurité. Ces exercices permettent de solliciter tous les systèmes, que ce soit le système visuel,
le système proprioceptif, la sensation de percevoir son corps dans l'espace, les pieds. C'est un programme qui se fait nu-bas en passant. Vous pouvez amener vos pantoufles, il n'y a pas de problème, là, surtout avec l'hiver qui s'en vient. Mais on veut vraiment travailler les différents points tactiles du corps pour nous permettre d'augmenter notre confiance puis de faire en sorte qu'on les travaille, ces petits points-là. Parce qu'avec l'âge, on perd un petit peu de capacité, mais on perd aussi des différentes sensations. La vue, évidemment. Même moi, là, j'ai des verres de contact, mais ma vue, elle m'a lâché, j'étais quand même jeune. Là. Fait que, rendu à un certain âge, là, ça se perd, c'est normal. Mais on est capable de contrer ce vieillissement-là en travaillant, en bougeant un petit peu, que ce soit par la marche, que ce soit avec le programme pied, le Vie active également. L'important, c'est de bouger, c'est de faire sa part des choses pour rester actif. C'est à raison de 2 séances par semaine. On peut voir ici, mais là, c'est le calendrier que j'ai monté. Ça va être les mardis et jeudis. Mardi 1er octobre pour terminer là, avant Noël. C'est un 12 semaines, puis je ne veux pas qu'il y ait un battement là, dans le temps des fêtes. Fait que dans le meilleur des mondes, ça se terminerait le 17 décembre ou le 19 décembre, tout au plus. On a une belle espérance de vie au Canada, 82,5 ans environ. Mais une espérance de vie en santé, ça vaut pas mal plus. Fait que c'est de là, l'importance de bouger, de faire du sport. Puis, faire du sport, c'est relatif, mais bouger. Vraiment, là, bouger, que ce soit par la marche. L'hiver, c'est un peu moins évident, la marche, là. Comme on dit, les plaques de glace, l'hiver, ça amène un certain danger. Moi, je vais être à la Maison de la Culture, là, à partir du 1er octobre, justement, à raison de 2 séances par semaine, pour vous encourager, pour vous donner le support nécessaire, puis ensuite, pour vous superviser. C'est là, moi, mon rôle, c'est de vous coacher, de superviser et de faire en sorte que les mouvements se font de la bonne façon. Moi, je ne veux pas que vous repartiez le mardi puis vous m'arrivez le jeudi. Ah, j'ai eu mal aux jambes, ça n'a pas de bon sens, c'est trop difficile ce que tu nous fais faire. Le but, c'est pas ça. Le but, c'est d'y aller selon votre limite. Puis, c'est ça. Moi, je ne veux pas avoir des très grands groupes, mais je suis prêt à avoir une liste d'attente. Là. Si on prend, par exemple, que l'ensemble de l'assistance ici serait intéressé, il y aurait moyen de faire une autre session au courant de l'hiver là, sans problème. Le mardi, la séance est un petit peu plus longue. 30 minutes de plus pour discuter la capsule santé qui va traiter des sujets comme le diabète, l'hypertension, le cancer, la maladie des os aussi. Avec le vieillissement, on sait que les os sont de plus en plus fragiles. En bougeant, ça nous permet d'éviter justement que ça vienne à nous affecter. Rapidement, des chiffres comme ça, les chutes à l'intérieur de son domicile, là, de 1/3 à 2/3 des chutes, donc on parle de 33 à 66 % des gens qui chutent, c'est à l'intérieur. Puis avec ça, là, pourrait venir une fracture de la hanche. Puis on sait que la fracture de la hanche, ça peut mener même jusqu'au décès. Évidemment, dans le pire des cas, on ne souhaite pas ça à personne, mais c'est un facteur à considérer. Il faut y penser là, pour ça. Lorsqu'on fait une chute, souvent, ça peut arriver qu'on chute encore et encore. Fait que c'est un petit peu ça qu'on veut éviter aussi. On ne veut pas risquer de se blesser, surtout avec l'âge qui avance. Donc, le syndrome post-chute, justement, quand survient une chute, ensuite, on a la peur de tomber. On restreint qu'est-ce qu'on fait. Puis avec ça, on perd encore des capacités. Fait que c'est une roue qui tourne, puis c'est un cercle vicieux. On va se le dire en toute honnêteté. Là. Lorsqu'on fait une chute, là, c'est vraiment là, c'est une déboulade là, de conséquences là, qui s'ensuit. Au programme pied, comment que ça fonctionne? Directement, moi, je travaille sur la personne. Donc, vous et moi, on va travailler l'équilibre, la force, le fait de la peur de tomber. Je vais vous faire travailler les yeux fermés. Je vais vous faire travailler sur une jambe. Faites-moi confiance. Je l'ai expérimenté à Alma. Ça se fait très bien, tout le temps selon vos capacités. Puis, les bénéfices qu'on en retire sur 12 semaines sont impressionnants. La vision, l'audition, comme on en a parlé. Les problèmes de santé, la médicamentation aussi. Des fois, les médecins nous donnent des pilules, Il y en a certains qui peuvent interférer entre elles. Puis bon, ça peut nous amener des faiblesses, des malaises, puis tout ça. Fait que ça, c'est également un volet qu'on va discuter là, au courant de la capsule santé. Sinon, la capsule santé, encore une fois, on va parler des comportements. Souvent, on se dépêche. On est chez nous, on est à l'aise. Bien là, on grimpe sur le tabouret, le tabouret qui tourne pour aller chercher quelque chose dans le haut de l'armoire. Bien là, il y a un risque de chute. Fait que moi, je vais vous sensibiliser à adopter des comportements qui sont sécuritaires, à adapter aussi votre environnement, que ce soit l'éclairage, les obstacles, les surfaces. Les obstacles, par exemple, un chien, un chat, il est content de nous voir quand on arrive à la maison. Mais il y a un risque qu'on l'accroche puis qu'on fasse une chute à cause de l'empresse qu'on a d'aller le voir ou vous voyez un peu où ce que je vais en venir. Fait que même un tapis, un fil qui traîne à terre, c'est un risque. Fait que ça, c'est différents éléments qu'on aborde au cours du programme pied pour sensibiliser et évidemment réduire au minimum le risque de chute.
Il y a des critères d'adhésion, donc évaluation initiale, évaluation finale. Ça se peut que je ne prenne pas tout le monde. Si vous êtes trop bon selon les critères du CIUS, ben, vous êtes super bon, fait que je vais vous diriger vers d'autres programmes si vous êtes intéressant d'en faire en groupe. Puis en même temps, s'il y a trop un grand risque, moi, je ne peux pas me mettre non plus à risque qu'il arrive un accident. Donc, il y a ça aussi que je vais devoir évaluer. Moi, qu'est-ce que je veux? C'est un groupe d'une quinzaine de personnes tout au plus pour assurer une bonne supervision sur chacun d'entre vous. On a 1 heure pour travailler ensemble. Fait que, puis c'est guidé. Là, je suis devant vous tout au long comme si je serais sur la scène ici, puis je ferais les mouvements face à vous. Vous faites la même chose, puis je passe voir chacun d'entre vous pour m'assurer que tout est numéro 1. Vous avez mes coordonnées ici. Petite parenthèse sur le programme Vie Active. Vie Active, qui est comme la suite de pied. Fait que peut-être que certains d'entre vous connaissaient déjà le programme Vie Active. C'est donné par un bénévole. Moi, dans le fond, je suis le nouveau formateur conseiller secteur domaine du roi pour Vie Active. Vie Active, c'est des entraînements en groupe. On suit un tempo sur une chanson. Il y a différentes routines. Puis là, on a des nouvelles routines, là, étant donné que là, maintenant, c'est le CIUS qui a pris les différents mandats de Vie Active et de pied. On a des nouvelles routines Vie Active qui s'en viennent. Puis j'ai convoqué tous mes formateurs, animateurs et bénévoles pour venir à la formation. Puis une formation que je vais recevoir moi et que je vais ensuite pouvoir donner. Si jamais ça vous intéresse d'entrer dans un de ces groupes-là, Vie Active, vous me contactez. Moi, je peux vous diriger vers la personne ressource de votre secteur. Là, ici, c'est Saint-Félicien. Mais pour la gang, que ce soit de Ladoré, Roberval, Chambord, ça peut même être encore plus loin, Saint-André, Saint-Edwidge. J'ai tous les contacts mis à jour pour le dispatch, si on veut, des gens vers les bonnes ressources. C'est totalement gratuit. C'est un programme qui est offert par le CIUS. Même chose pour le Vie Active. C'est des programmes qui sont gratuits. L'objectif, c'est d'aller chercher un maximum de clientèle, faire bouger un maximum de gens. C'est avec le volet santé publique là, du CIUS. C'est avec le volet santé publique là, que c'est donné tout ça. Si jamais j'ai un groupe débordant, on va faire une liste d'attente, puis ça va aller à l'hiver. Il y a aussi des programmes maison au travers de ça. Là. Moi, j'encourage les gens à en faire une fois à la maison. Fait que j'ai des programmes maison 3 programmes maison que je distribue au courant des séances pour pouvoir en faire à la maison là, en plus. Fait que 2 fois, c'est bien, 3, c'est mieux. Mais fait que ça me ferait plaisir de vous avoir dans mon cours. Donc, ça m'a fait plaisir d'être avec vous. Merci, M. Thibault, de m'avoir ouvert la porte là, pour la présentation de mon programme, en espérant que ça fasse des petits puis que même vous en parliez. C'est surtout du bouche à oreille que ça fonctionne. Fait que il faut juste en parler à un ami, à la famille, puis c'est le fun aussi en groupe, là, ça permet de jaser, socialiser, sortir. Fait que c'est un petit peu ça l'objectif, là, c'est de faire en sorte qu'on se réunisse une gang, qu'on ait du plaisir, tout ça en ayant la notion d'activité physique là, derrière la tête. Merci.